Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. 4 soldats et de nombreux éléments des forces d'opposition tués. C'est le bilan dressé par le colonel Charles-Alain Mathian, commandant du 51e BRIM, au terme des 30 jours ayant soldé la première phase de l'opération Kumbo Clean. Kumbo, chef-lieu du département du Buy, autrefois deuxième métropole du Nord-Ouest, avant la survenance de la crise dite anglophone. Pour le commandement militaire en poste dans le Nord-Ouest, le département du Buy reste très pollué et l'évolution sur le plan sécuritaire ces derniers mois a montré que ce département est devenu l'épicentre de l'irrédentisme dans la région, d'où l'activation de cette opération. Le colonel Charles-Alain Mathian, à la tête de plus de 300 hommes, avait pour mission principale nettoyer tout autour de la ville de Kumbo les localités qui abritaient les bases et les repères des forces séparatistes. Après cette opération, selon l'armée, les populations ici plus qu'ailleurs ont adhéré à l'idéologie du séparatisme. Autre constat fait, une certaine élite intérieure comme extérieure fait corps avec la population pour résister à l'autorité de l'État. Et ce n'est pas tout. Toujours selon l'armée, des hommes d'église ont choisi d'accompagner le mouvement séparatiste. Leurs connexions avec les forces d'opposition ne font plus l'ombre d'un doute et ont été établies selon l'armée. L'on apprend toujours au terme de l'opération Kumbo Clean qu'un chef traditionnel aurait abandonné son village et son palais pour rejoindre ses forces d'opposition. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaïd. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Prélats et chefs traditionnels impliqués, c'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter donc de comprendre cette évolution, il faut le dire comme ça. Nous avons invité en plateau ce soir Jean-François Yenga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos multiples téléspectateurs, bonsoir à vos panélistes. Voilà, bienvenue. Vous êtes du RDPC, hein? Oui, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut le rappeler, depuis 1982, le RDPC tient des mains de fer la gestion du Cameroun par son illustre chef, le président Paul Biya, président élu de la nation. Voilà, à côté de vous, Franck Carlin-Manson. Bonsoir Franck. Bonsoir M. Serge, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Je n'oublierai pas aussi de dire un bonsoir au président de l'association Émergence Cameroun, le docteur Luc Bimaï, qui m'a d'ailleurs chargé de vous transmettre ses salutations. Et je dirais également aussi un bonsoir à l'un de vos fidèles téléspectateurs, l'inspecteur de police Daniel Achim Tungu, qui nous écoute actuellement. Voilà. Barrister Tamfou, you're welcome. Good evening. Good evening, Serge Alain. Permit me to extend my greetings to all the fans of Equinox TV, especially the program Equinox Soir, which is highly watched. Thank you. I equally wish to extend words of encouragement. Why Equinox Soir is highly watched? Yes, because that's the feedback I get back home when I visit, when I'm free during my weekends, when I'm into my small gatherings. I hear they talk so much about Equinox Soir and they appreciate me at times. I'm becoming a fan at that place and I know that it is highly watched. So I also wish to extend my encouragement to all those who are being incarcerated because of either expressing a political opinion or who are considered as political prisoners, especially militants of the Cameroon Renaissance movement, which we know that till date, Professor Alain Fougué, Olivier Boubou-Nissak, Stéphane So, and to Salomon Bias and are you going to name all of them? So many. There are so many. So just to call the attention of those who are still holding them into captivity, that it is high time that we release those people
because they are innocent Cameroonians who just expressed some grievances, and that it is time for them to regain their liberties, and that Cameroonians should not continue to be subjected to intimidations, because we are living in an atmosphere where freedom of expression is like restricted. So we should not be afraid to air our views or express an opinion. Okay. Thank you. Vincent de Paul-Yédé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Toujours à la même place, hein? Sans souci. Vincent de Paul-Yédé. Voilà, Vincent de Paul-Yédé, vous avez suivi, hein, la semaine a commencé, on avait oublié, hein, il y a eu un temps de répit, mais la semaine dernière, lundi, on a encore entendu des coups de feu, un peu de panique du côté de Mouya, dans la région du sud-ouest. Mouya, pour ceux qui connaissent la région, c'est lorsque vous empruntez, lancez sur l'axe qui vous mène à Kumba, c'est après Bouya, on va le dire comme ça. Oui. Avant de tomber dans le nord-ouest qui nous intéresse. On n'avait plus entendu parler de coups de feu, d'échanges de coups de feu, mais voilà, ça va recommencer cette semaine. Le conflit n'est toujours pas derrière nous. Il faut dire que pour ceux qui connaissent cette zone-là, ils savent très bien qu'entre Boya et Kumba, oui. N'est-ce pas, il y a une forêt, oui. À un moment donné là. Et Mouya est justement à la lisière de ce très grand bosquet-là. Et vous savez, les armes sont en circulation. Le ministre de l'AT le rappelait l'autre jour. Près de 7000 armes sont en circulation. Et donc, du moment où les gens sont en possession des armes, on peut comprendre que de temps en temps, surtout lorsqu'on leur a coupé tout ravitaillement, que de temps en temps, ils veulent faire des incursions, n'est-ce pas, pour se ravitailler et pour se nourrir. Donc, nous aurons encore ce genre de situation pendant un bon bout. Jusqu'à ce que les Camerounais finissent par tomber d'accord et s'entendre. Mais entre-temps, il y aura toujours ce genre de petites actions. Ok, nous allons prendre tout de suite la direction de Hambourg où nous attend Paddy Assanga. Paddy Assanga, good evening, you're welcome once again. Good evening, Serge Alain Otu. Good evening to your technical team and good evening to all your panelists. And I'm very, very glad to be part of your panel today. And today is a very, very special day in the history of Africa. And I want to use your platform to congratulate all Africans who fought for the liberation of President Koudou Laurent Gbagbo, who just arrived Côte d'Ivoire today, and especially the chairman Fundi. So Pan-Africanists, the fight has just started. And we think that Gbagbo is coming back to Africa, has a lot to tell the white boys and the Jacobinist system that they have in 14 African countries. I'm listening to you, Serge. C'est promis, hein, de Laurent Koudou Gbagbo et son retour avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Cédric Noufélé, Eric W. Ouattat et Carlos Minuet. Ce sera lors du débrief. Mais je vous pose cette question également à vous. Paddy Assanga, la ville de Mouya a bougé lundi. On n'avait plus vu ça depuis un échange de coups de feu entre ce que l'armée appelle les forces d'opposition et les forces de défense et de sécurité. C'était lundi dernier à Mouya. Journée ville morte. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retour-là d'échange de coups de feu entre les deux parties armées? Serge, I told you people, and I've always said that when you give guns into the hands of some boys and people who break out of prisons, it will be very difficult to take them. Mouya has been very, very peaceful for some time, and these people, they go and reconstitute and come back because you have now different groups who obey to no structure. Anybody comes out at any time and does whatever he wants. And when you go to some place like Mouya, where you used to have washing points, those washing points don't exist anymore. Where are those boys who are washing cars and getting paid 500, 1,000 guns? They have picked up guns, and that's where we find ourselves today. So Mouya is not a new thing to us. It will be happening like that. It's going to continue happening that way. Today it's Mouya. Tomorrow it will be someplace in Fonfuka. And another day it will be in Munyenge. And another day it will be in Moyoka. That's the result of what
the failure of the government to address the Anglophone crisis in time. So what is happening is, Munya, it's just the tip of the iceberg. There's going to be a replica of the Munya incident unless the government sits back and we try to come out and follow up with the resolutions of the national dialogue and maybe adopt the Kudeta model that some political opinions oystered when we went there. Merci Padi Asanga. Votre réaction surtout sur ce que Barrister Tamfou Munya, les deux précédents orateurs pensent que ça va toujours arriver ainsi, du fait que des populations sont toujours détentrices en possession des armes à feu. Oui, bien évidemment. Moi, ça ne me surprend pas, parce qu'on sait bien quand une guerre commence, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va s'arrêter. On est en train de vivre un calme, je peux dire un calme apparent. Ce n'est pas vraiment ce calme. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Et je dis, l'option que le régime RDPC a pris en place pour l'option militaire, pour essayer de faire taire ces revendications sécessionnistes, ne sont pas les meilleures. Ils ne seront jamais la meilleure voie à suivre. Donc, il faut s'attendre. Peut-être maintenant même, ça a même un peu baissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas... Les gens ne sont pas préparés. Les gens sont là, ils observent. Et ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui c'est Munya. Vous avez tout à l'heure dit là que Bui reste toujours le fief. Oui. Peut-être après ils vont se déporter de Bui, ils vont entrer dans d'autres localités. Et on va toujours continuer à vivre ce climat de terreur. Moi je pense que nous sommes déjà à 4 ans de guerre inutile. Nous ne pouvons pas combattre nos frères et sœurs simplement parce qu'ils revendiquent quelque chose. Si on les avait donné les coups, on les avait écoutés, qu'est-ce que vous voulez? On les avait peut-être invités à s'exprimer. C'est que peut-être aujourd'hui, nous ne sommes pas où nous sommes. Donc moi, ce qui se passe à Munya ne me surprend pas. Et je sais que peut-être, ça c'était juste pour les faire savoir que vous ne pensez pas que nous avons déjà lâché les armes. Nous sommes toujours en possession des armes que nous pouvons frapper quand et comment est-ce que nous voulons. Bon, l'armée fait son travail, mais je dis, l'option militaire ne pourra pas résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Nous devons penser à d'autres moyens de résolution. Soit avoir un dialogue inclusif, comme nous l'avons toujours dit, et pas rester et penser qu'on doit appeler les partis que nous estimons que ce sont eux les véritables adversaires. Non. Le régime RDPC connaît qui sont derrière toutes ces manœuvres de guerre, qu'ils aillent vers eux, ou bien qu'ils les invitent formellement à soi. Il y a cessé le feu des deux parties, parce que le gouvernement camerounais reste, je peux dire, l'acteur principal. Si elle veut que cette guerre s'arrête, elle va s'arrêter. Donc, si elle avait posé des actes très forts par le président de la République lui-même, je pense qu'aujourd'hui, on allait pouvoir vivre le Cameroun de paix que nous avons eu l'habitude de vivre. Mais à cette allure, je dis, il y aura d'autres actions. Donc, prions seulement qu'un jour, ce régime se réveille et comprend que l'option militaire n'a pas toujours été la bonne option et qu'elle suive la ligne des partis politiques qui ont demandé à ce qu'il faut un dialogue inclusif entre les partis. Voilà, Jean-François Yenga, le général Nkavalère, commandant de la 5e région militaire interarmée, est descendu pour féliciter les hommes et avec à leur tête le colonel Charles-Alain Mathian pour ce qu'il a appelé le succès. Pour lui, c'est un succès de cette première phase de ce qu'ils ont appelé, on l'a dit, excusez, Kumbo Clean. Quelle appréciation vous faites de cette opération Kumbo Clean? Oui, Serge Alain, je voudrais d'abord ici féliciter l'armée camerounaise qui a su se ranger du côté des faibles, c'est-à-dire ceux qui étaient oppressés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par la suite, je félicite le chef de l'État qui a toujours eu une bonne vision de la gestion de l'État. Vous savez, en 2017, le chef de l'État au sommet des Nations Unies s'est placé en mendiant de la paix. En mendiant de la paix, le chef de l'État a tendu la main à tous les Camerounais. Ça n'a pas été facile, mais pour les observateurs honnêtes, vous allez voir que ça commence quand même à s'arranger. La guerre dans le nord-ouest n'est plus trop ce que nous avions vécu d'antan, mais ça ne peut pas finir comme ça. Nous savons bien que cette guerre
en profite à beaucoup de gens, notamment dans l'opposition. Et ces coups de feu arrivent à point nommé, après la lettre des 20 femmes que j'ai toujours qualifiée de malédiction pour le Cameroun. Après cette lettre qui visait à montrer que notre gouvernement, notre pays est géré de manière anarchique, ça a eu l'impulsion sur des rebelles qui parfois sont financés par beaucoup de ces femmes. Vous avez vu des vidéos qui circulaient où Maître Alice Comme et autres se sont retrouvés pour collecter de l'argent et appeler Phil Marshall à venir entrer en possession de cet argent pour assister les armes au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, la malchance des Camerounais, c'est certains Camerounais eux-mêmes. Et il faut que les Camerounais arrêtent ça. Parce que ce sont nos frères qui sont en train de périr au nord-ouest et au sud-ouest. Et le chef de l'État est en train de tout faire. Et seul, vous avez vu Madame Henriette Ekoué, qui a carrément régné sa signature dans une chaîne concurrente. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement suivi que les Nations Unies demandaient à restreindre le visa à certaines personnes. Donc il y a plein d'entre nous qui excitent cette guerre. Il faut que cela arrête cela. Et je crois que c'est le seul travail qui nous reste à faire actuellement, c'est-à-dire dénoncer tous ceux qui sont des nôtres et qui incitent ces jeunes à la révolte. Parce que ce sont nos frères qui sont en train de mourir. Donc l'armée camerounaise a fait son travail, mais ça ne peut pas s'achever comme ça. Je crois que le copanéliste du MRC parle de l'option militaire, mais que non. Nous avons eu plusieurs options. Le chef de l'État, à l'ONU, s'est placé en mendiant de la paix. Et quand il est arrivé, il a convoqué un grand dialogue national. Le grand dialogue national n'est pas ce qu'il est parce que le MRC n'était pas là. Il y avait beaucoup de fils de la nation qui étaient là. Et plusieurs résolutions ont été prises. Et ce ne sont pas des résolutions qui se passent en un jour, ce sont des résolutions qui se passent au fil du temps. Et c'est en train d'être implémenté sur le terrain. Des recommandations qui sont en train d'être implémentées sur le terrain. Alors nous voulons dire, c'est un cas où les gens sont en train de perdre leur vie. Ce n'est pas la politique. La politique est passée en 2018 avec la victoire du président de la République, son Excellence Paul Biya. Actuellement, nous sommes dans la sauvegarde de l'État, la sauvegarde des vies de nos populations. Vous avez vu en France dernièrement, lorsqu'on a giflé le président Macron, même Marine Le Pen s'est rangée du côté de la République. C'est ce qu'il faut actuellement pour sauver les vies dans le nord-ouest. Il faut que tous les Camerounais se rangent du côté de la paix et on aura la paix dans le nord-ouest. Tant que tous les Camerounais, tant que vous allez voir 20 femmes qui se regroupent dans une cuisine pour écrire une lettre aux Nations Unies pour ne pas accompagner le chef de l'État, au FMI et autres, on n'aura jamais la paix au Cameroun. Il faut que ces prédicateur, ces apprentis sorcières et sorciers cessent cette manigance pour que nous retrouvions la paix au pays. C'est ce que je voudrais dire aux Camerounais, que quels qu'en soient les cas, et je veux chuter en appelant nos frères du nord-ouest et du sud-ouest à déposer les armes. Et il y a plusieurs manières de revendiquer. Nous avons certes des problèmes. Alors vous avez vu lorsque cette crise a commencé en 2016, c'était les revendications des avocats. Le chef de l'État et les enseignants. Le chef de l'État a pris des mesures. Il a demandé à l'OADA de traiter les textes en anglais. Il a ouvert des facultés, des départements d'anglais à Douala, à Maroua et à Ngaoundéré. Le chef d'État a pris tout un chapelet de mesures jusqu'à donner un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça veut dire que le chef de l'État a tout fait. Et ce qui manque maintenant, c'est que les Camerounais s'alignent et que certains partis politiques comprennent que la crise dans le nord-ouest n'est pas un tremplin, ce n'est pas un programme politique. Il s'agit des gens qui sont en train de mourir. Il faut que nous nous allions tous du côté de la paix. Vous n'allez pas revenir en 2018, gagner l'élection. 2018 est passé. Ce qui est utile tout à l'heure maintenant, c'est que les Camerounais s'alignent tous et qu'on ramène la paix dans le nord-ouest et le sud. Voilà, merci Jean-François Yenga. Je vais rectifier, j'ai dit tout à l'heure le général. Il est général de brigade, cavalier. Pour préciser, dans l'armée, ça ne badine pas, il faut donner... Que nous saluons déjà beaucoup. Le général de brigade cavalier. J'espère qu'il nous regarde. Bon, dites-moi, vous avez
Il a dit que l'option militaire n'est pas la solution. Mais là, au bout de 30 jours, l'armée dit avoir fait un pas qui est quand même considérable à travers l'opération Kumbo Clean. Quelle appréciation vous faites? Merci Serge Alain. Parce que l'année dernière, il y a eu Bamenda Clean. Maintenant, il y a Kumbo Clean. Est-ce que l'option militaire n'est pas un moyen de... Déjà, je vais illustrer mon propos par un témoignage, Serge Alain. Oui, allez-y. Très important. J'ai entrepris il y a de cela aujourd'hui plus d'1 an une demande d'audience auprès du ministre de la Défense au niveau de Yaoundé. Et dans cette demande d'audience, j'avais essayé de décliner la vision que j'avais du Cameroun et de ce qui pourrait être les racines de la crise. Le ministre avait coté mon dossier à un haut responsable de l'armée camerounaise, pour faire taire le nom, et c'est lui qui m'avait reçu à l'audience de la part du ministre. Et pendant nos échanges, pour ne pas être long, je lui avais dit que l'option militaire, l'option des armes, l'option des machettes ou alors des couteaux, si vous voulez en français facile, c'est une option très peu efficace, à la limite éphémère. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui s'exprime au Nouzou, moi je le perçois dans sa dimension générale. C'est pourquoi pour moi ce n'est pas la crise anglophone, pour moi c'est une crise identitaire. Ça veut dire que là on a là un type de compréhension qui s'exprime. Or, je disais justement à ce colonel que ce ne sont pas les armes qui ont construit la compréhension. La compréhension se construit par des repères qu'un individu reçoit, par le biais de l'éducation. Si ce ne sont pas les armes qui ont construit une compréhension, pensez-vous que ce sont les armes qui seraient en même justement de changer la donne? Et je vous assure, peut-être qu'il nous écoute, il était parfaitement d'accord avec le raisonnement. Et il m'a dit, faites le travail que vous pouvez faire. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je n'ai jamais eu l'occasion peut-être de rentrer en profondeur dans les racines de la crise sur votre plateau, puisque c'est d'ailleurs la première fois que vous m'invitiez. J'aimerais que vous me donniez un peu de temps. Oui. Je vais partir d'une image simple, puisque moi je me sers parfois des images pour parler. Vous savez très bien que un mal, ou alors une maladie mal diagnostiquée, il ne peut pas découler un traitement réel. Absolument pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, nous faisons des analyses sur les plateaux. Chacun apporte les idées qu'il peut apporter, mais la crise, elle perdure. Ceci étant dit, je vais partir de l'image de la famille. Vous savez que la famille est définie comme la cellule de base de la nation. Ça veut dire que si on perçoit le fonctionnement de la famille, on peut comprendre comment la nation fonctionne. Voyez-vous que vous rentrez dans une famille qui est une personne morale qui se fait représenter au travers de ses membres. Et dans cette famille, on a réussi à convaincre à tous les membres de cette famille qu'ils sont différents. De telle sorte que l'on pousse les membres de cette famille à s'entretuer les uns les autres. À l'intérieur de la même famille, des enfants issus du même père et de la même mère, il y en a qui pensent qu'ils méritent mieux la famille que les autres. Et il y en a qui pensent aussi que ceux qui se sont peut-être accaparés du patrimoine familial, qu'ils seraient aussi, ils seraient taxés de démons. On pourrait les considérer comme des démons en quelque sorte. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tensions, ça crée des conflits. Donc, c'est ça en réalité la situation du Cameroun. D'où vient que nous disons le Cameroun? Ça veut dire que nous avons une conscience unique à la base, et les Camerounais, ça veut dire que c'est cette conscience unique qui s'exprime en 25 millions de Camerounais. Donc à la base, vous avez un même ancêtre, un même aïeux. Mais d'où vient-il le fait que les frères d'une même famille se déchiquettent entre eux, qu'il y en a qui pensent qu'ils méritent mieux le Cameroun que les autres, au point de s'accaparer du patrimoine national à eux seuls, parce que ce sont des éléments qui font partie des racines de la crise, et que ceux justement aussi qui sont fusqués ou alors qui se sentent lésés, qui pensent aussi que les autres devraient peut-être être éradiqués. Pour moi, en réfléchissant sur le sujet aujourd'hui, je me suis dit, ça c'est de l'envoûtement. Mais seulement, un individu qui est envoûté ne sait pas qu'il est envoûté. Et quand quelqu'un très souvent est envoûté, c'est l'envoûteur, en réalité, qui mène la danse. C'est l'envoûteur, en réalité, qui tire les ficelles dans l'ombre. L'envoûteur est capable de piloter à distance les éléments qu'il a envoûtés. Ceci donc, M. Serge nous laisse aussi l'occasion de rentrer en réalité dans la dimension de l'État. Vous voyez bien l'État, quand vous percevez l'État comme personne morale dans sa dimension globale, vous aviez là
à l'intérieur de la société des nations dites puissantes. Et ce sont ces nations, dans le fond, qui vont définir les politiques éducatives universelles, qui vont construire la conscience collective. Et ces nations vont s'arranger à construire une compréhension individualiste qui va pousser donc certains individus à ne s'activer que quotidiennement pour l'intérêt personnel. C'est justement la raison pour laquelle, quand on revient donc au niveau des nations du Sud, dont la politique éducative, dans le fond, est calquée sur le référentiel de la culture occidentale. Donc on a là des logiciels qui viennent d'ailleurs. À la tête de ces nations, on a donc des individus qui ne comprennent pas, dans le fond, c'est vraiment quoi la nation. Il y a cette crise de représentativité entre ce qu'est l'État et le représentant de l'État. Et c'est cette crise de représentativité qui aboutit forcément au conflit d'intérêts entre les intérêts de l'État qui touchent justement aux intérêts de la collectivité et des intérêts personnels qui touchent à ce que l'individu est. C'est la raison pour laquelle si chaque Camerounais se court le matin, il se lève le matin, autant pour moi, il court, parce qu'il veut manger, parce qu'il veut se débrouiller. Ça veut dire que la conscience nationale, la conscience par collective, elle est absente. Même le ministre, quand il va au travail, il va pour lui. C'est pourquoi quand on le nomme là-bas, il va piocher de l'argent. Il va en faire justement une propriété, je dirais, entre guillemets, personnelle. Donc c'est ça. Donc il faut donc que les gens comprennent que, ceux surtout qui sont à la tête, que les populations en réalité sont comme des chevaux. Pour vous servir d'un cheval, afin qu'il vous mène à une destination, vous deviez l'entretenir. Vous devez nourrir le cheval. Si vous ne nourrissez pas le cheval, il devient un danger. Cette monture peut vous renverser. Et c'est ça, en réalité, qui est la cause. Donc vous voyez que nous avons deux dimensions en ce qui concerne des facteurs, on a des facteurs endogènes et exogènes. Endogènes dans la mesure où c'est la compréhension qui s'exprime, qui a été construite, et exogène dans la mesure où cette compréhension, dans le fond, tire sa racine de ces lois. Ok, merci. Vincent de Paul, il y a justement dans ce que l'armée a appelé opération Kumbo Clean, des prélats, c'est-à-dire des hommes d'église, et des chefs traditionnels qui sont, pour l'armée, sont impliqués. Ils ont, entre guillemets, choisi l'autre camp. Comment comprendre cette situation-là? Je voudrais d'abord saluer ici la bravoure de nos forces de l'ordre qui se sont impliqués, n'est-ce pas, dans la défense de la patrie. Je salue également la mémoire de ceux qui sont tombés. Et même des Camerounais, des citoyens camerounais de cette zone qui sont morts, qui ne demandaient qu'à vivre dans un pays de paix. Alors, pour mieux comprendre cette situation, il faut se rappeler de ce qui se passait en tout début. Nous avons vu des chefs traditionnels qui étaient ligotés, enlevés, torturés, assassinés. Il y a même eu des prélats. C'est par peur pour leur vie qu'ils ont choisi de se ranger, entre guillemets, je voudrais des forces d'opposition. Tout simplement expliquer que nous avons vu un certain nombre de chefs traditionnels qui ont quitté cette zone. Oui. Alors, ceux qui y sont restés et qui sont restés fidèles à la République, à un moment donné, même ceux-là ont trouvé la mort. Il fallait développer des mécanismes de suivi. Oui. On peut donc comprendre que, en l'absence de toute protection apportée par l'État central, qu'ils aient trouvé le moyen de subsister, hein, n'est-ce pas, pour ne pas se faire assassiner, pour ne pas se faire tuer comme leurs confrères. Maintenant que l'État revient et que l'armée a cette information, moi je crois que c'est une très bonne chose. Ça prouve que on est à la recherche, n'est-ce pas, des solutions. Et ces solutions vont justement passer par la remise en confiance de ces citoyens qui se sont retrouvés à un moment donné abandonnés. Nous avons tous vu des vidéos où ils étaient menacés, pourchassés. Il fallait bien qu'ils survivent. Et dans ces circonstances-là, la seule chose à faire était de s'allier à leur bourreau. Maintenant que l'armée revient, il faudrait qu'elle mette les populations en confiance, qu'elle soit plus présente et ayant la légitimité et le monopole de la violence, que ces populations, lorsqu'elles vont se sentir en sécurité avec ces forces armées, vont revenir. Personne ne peut accepter perdre sa vie parce qu'il est fidèle à la République. Beaucoup sont morts, ils ne reviendront pas. Tout simplement parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, rester fidèles à la République. Je crois que ces Camerounais qui, à un moment donné,
ont fait ce choix-là, en réalité, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est le seul choix qui se présentait à eux pour rester en vie. Donc, l'armée qui a ces informations, je pense qu'elle va les exploiter de la meilleure des manières, pas en livrant une bataille, pas en livrant une guerre à ces chefs traditionnels, pas en livrant une guerre à ces prelats, mais en leur tenant un discours qui rassure pour dire désormais vous n'avez plus à avoir peur, l'armée est là pour votre sécurité, vous n'avez plus à vous allier à ceux-là qui en réalité ne se battent même plus pour une cause noble aujourd'hui, mais qui se battent pour leurs propres intérêts. Lorsqu'ils ont sacrifié les populations en faisant des rapts, en enlevant, en prenant des rançons, ce n'était plus pour la défense des intérêts de ces populations-là. Et nous savons que la plupart d'entre eux se sont fait beaucoup d'argent et les chefs ont voyagé, ont quitté le Cameroun. Donc ils se battaient pour eux-mêmes. Maintenant que l'armée est là, je vais peut-être me répéter, il faudrait tout simplement qu'elle rassure et qu'elle tienne un discours qui mette tout le monde en confiance et que la vie reprenne et que les institutions se réinstallent. Donc, je pense que cette armée, contrairement à ceux qui pensent que l'armée ne devrait pas être là et que cette option n'est pas la bonne, moi je pense que l'armée, pour rassurer les populations, devra s'installer et durablement le temps que la vie reprenne et qu'elle repousse hors de nos frontières tous ceux qui ont fait le choix de gêner la tranquillité des citoyens en prenant les armes. Et nous profitons encore une fois pour leur demander de déposer les armes. Parce que désormais, le peuple camerounais est en train de se battre par les armes qui sont légales. Et les armes légales pour le peuple, pour se battre, c'est d'aller aux élections. Donc, si les zones sont pacifiées, et s'il y a un mécontentement qui perdure, et si d'aventureuses revendications, ils estiment qu'elles ne sont pas satisfaites, ils auront donc la possibilité de sanctionner au moins de leur carte d'électeur. Et c'est pour ça que je vais joindre ma voix à celle du président du PCN qui hier invitait les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour dire que nous sommes à 2 mois et demi de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, que les Camerounais aillent s'inscrire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Investissons les bureaux d'Elecam pour nous inscrire. C'est fort de nos inscriptions, c'est fort de nos cartes d'électeurs que nous pourrons influencer, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays, mais pas en prenant les armes comme ça a été fait. Justement, quand on dit que les armes ont montré leurs limites, on peut dire la même chose à ceux qui ont pris les armes, que 4 ans plus tard, vous voyez très bien là où vous avez mis les populations. Et je crois qu'ils ont compris, puisque l'un des plus farouches défenseurs de cette théorie des revendications par les armes a tenu un discours pour dire que les ghost towns prennent désormais fin, parce qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, ça causait plus de tort aux populations et rien n'a véritablement bougé dans le sens où il souhaitait. Voilà. Barista Tampou, vous également, vous pensez que les chefs et les prélats n'avaient pas autre choix que de s'aligner derrière cette cause, à peur pour leur vie? Well, there can be so many reasons that push them to either join. Surtout avec, je crois, ils sont 6 ou 7 chefs qui ont perdu leur vie déjà depuis le déclenchement de cette crise, conflit. Yes, we know that when the crisis started, we saw how some traditional chiefs were being hijacked and asked for ransom. Some even had to flee from their villages. But I remember that there was one time the government was inviting them to go back, that there was peace and everything, reassured them. So I believe that some of them believed in that, okay. Beaucoup sont même rentrés. And they went, okay. Now they went and saw that the situation is not calm. Up to the point that maybe they had to choose. And unfortunately for them, they are choosing maybe the secessionist movement. So just to tell you that when you put somebody in a precarious situation where he has no other option, because for example, if it's the chief of a local village where there is no police, there is no gendarme, and secessionists come there with their guns and they intimate you the order to
either two things: either you follow them or you are gone down. You have no other option but either maybe to follow out, not from your own volition, but you have to follow because you are under some constraint. So I think that it is a responsibility of the state to protect each and every citizen. So when you have given them assurance and guarantee that they will be protected wherever they are, and they went back to their villages, and today you come and cry that why have they joined secessionist movement? It means that on your own part you failed to secure them, and it is a normal reason. You cannot do otherwise. If you are on gunpoint and you have a secessionist before you who is telling you do this, you are forced to do it. At times you do it not because you really want the movement, but because you have been abandoned on your own self. The government was not there, or the security forces were not there to secure you or to secure the environment or the village, and you are forced to join that movement. So those are some of the collaterals or consequences of the war in which we are living. But it's however regrettable because we push Cameroonians to adhere to something that they do not want. It's not only even today when you look at the crisis, everybody is involved. You don't even know who is who again into the crisis. Even government officials are into it. So if you look, the crisis is absorbing almost everybody. So it's regrettable, but we have to rethink and really give ourselves some understanding. The state that has the responsibility to protect Cameroonians should continue in that effort to do everything possible to avoid, because now like this, when you go to a village, you don't see people. Everybody has gone. What is the state doing to bring back those people? The state is not doing anything. So you will not tell people that come back, we are reconstructing, there's reconstruction going on, come back, when you have not assured that they will reconstruct and they will come back and there will be safety. So the government is failing in one point to think that the crisis is maybe coming to an end, or that it is winning. The operation in Kumbo, whether it's Operation Kumbo Clean or whatsoever, the government is not telling the truth. The government knows that it cannot win this war militarily. Yes, you may maybe frighten or maybe have some calm for some time, but you will still see that after some time they will still come up. So the best resolution should be that let's sit and let's talk this thing together, so that those who have taken up arms to fight the government should be able to shun away from it, and the government who is there to make people or secure the safety of people should be able to exercise its functions without any obstruction. So it's regrettable that people, because when there was this conflict, everybody were looking to priests. That those are the people that could maybe go and preach to the secessionists that movement is not good. But today, if they are into it, mean that in one point in time, they themselves felt abandoned, and the secessionists took control over them. In the north where I come from, the chief is a respectable person who can talk to his subjects and they understand them. So if today the chiefs themselves are joining the movement, then there is a problem. Either they were insecure by the time the secessionists came and they forced them to join the movement out of their own unlikeness. Voilà, Jean-François Yenga, pour vous, qu'est-ce qui explique que des hommes d'église et certaines autorités traditionnelles aient, entre guillemets, rejoint le mouvement? C'est quoi, la démission de l'État dans certains coins? Non, c'est l'abandon, le sentiment d'avoir été abandonné? Oui, vous savez, au début de cette crise, même le chef de l'État a si bien reconnu qu'il y avait quelques revendications. C'est pour cela qu'il a pris certaines mesures dont j'ai énuméré tout à l'heure. Nous-mêmes, au RDPC, nous avions reconnu. Il était donc normal que même les chefs qui vivaient dans les mêmes situations reconnaissent aussi. C'est dans cet élan de pensée qu'ils se sont alignés. Mais dès lors que le chef de l'État en a pris des mesures pour pallier à un certain nombre de maux, ces chefs se sont rendus compte qu'il ne s'agissait plus de simples revendications. Donc, au préalable, les chefs se sont alignés derrière les revendications des avocats et des enseignants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que lorsque l'armée est arrivée, vous savez, les forces de l'ordre ne pouvaient pas occuper tout le nord-ouest et le sud-ouest au même moment. Certains chefs se retrouvaient donc embrigadés entre la vie et la mort des sécessionnistes. Et ils étaient obligés de s'allier. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que non, mais je suis chef et mes populations sont en train de mourir parce que je vais m'aligner
ils sont ainsi en faux et d'autres ont perdu de leur vie. Donc aujourd'hui, avec l'avancée et la stratégie militaire qui voudrait qu'il y ait des postes avancés dans le nord-ouest et le sud-ouest, certains chefs se retrouvent donc en confiance. Et ils reviennent donc et ils demandent même à y repartir. Il faut noter que ce ne sont pas seulement les chefs du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons vu même les chefs d'Ouala se lever pour dire non. Nous avons vu même au centre, de l'est à l'ouest, partout, tous les chefs se sont levés pour dire ça ne va pas. Donc, pour ce résumé, les chefs se sont tout simplement alliés parce que dans certaines régions où l'armée n'avait pas encore installé des postes, ils se retrouvaient embrigadés entre accepter ce que disent les sécessionnistes et la mort. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui, je rejoins ce qu'il dit. Et pour un premier plan, je suis d'accord avec le MNC. C'est la première fois depuis 2012. Bon, maintenant... Depuis 2012 Depuis la création Depuis la création du MRC. Ah, vous n'avez jamais été d'accord avec le MRC? Jamais d'accord, puisque c'est un parti qui peint tout en noir. C'est un parti qui ne s'est jamais rendu compte non, que... Non, c'était une parenthèse. Oui, continuez votre argumentaire. Donc, je voudrais donc dire qu'il y avait donc cela. Et en plus, certains chefs au préalable se sont alliés du côté des sionistes parce qu'ils jugeaient des revendications normales. Ok. Et par la suite, ils ont compris que ce n'était que des gangsters et ils ont changé d'avis. Voilà, vous permettez d'abord qu'on prenne l'avis d'eux. Voilà, justement. Padi Asanga, pour vous, est-ce que vous comprenez, comme certains ici sur le plateau, que c'est faute de mieux, hein, parce qu'ils se sont sentis abandonnés pour un instinct de survie, comme on dit. Certains chefs et des prélats ont choisi de rejoindre la cause séparatiste. C'est votre avis également? Oui, Serge, before I answer your question, please, I want to restitute certain facts and I want to say the truth. The militant of the Jacobinist party, CPDM, just told a lie on this platform, and I want to make that one clear. He was talking about a meeting that took place in Germany, and in Munich. He was accusing Kawala, Maitre Aliscom, Maitre Emmanuel Sim, who were present in that meeting, that they came to buy arms. It is a lie. I was in that meeting, and that meeting was not about buying arms. That meeting was about a political transition, and we agreed upon it. Even those people who went to Cologne, the meeting to buy arms was in Cologne. Those people who went to Cologne to sit and say that they want to buy arms, they came to that meeting to attack us. The videos are out there. It is not because I don't agree with Maitre Aliscom on her position of homosexuality that I'll come and vilify her here. Let this CPDM stooge they stop lying on platforms like your own. I will not let that one happen. And I wanted to put that fact straight using your platform, which is listened to by all Cameroonians, before I continue to answer your question. If you permit me, please retake your question again. Voilà. Il a tenu à ce que... il dit que c'était pas... Oui, c'est j'allais. J'ai bien suivi. J'ai bien suivi ce qu'il a dit. Mais je voudrais rappeler ici, Serge Alain. Non, il a rectifié. Il dit que ceux-là c'était pas ça. Non, oui. Ça c'est ce qu'il dit. Voilà. Ceux-là qui sont on va partis. continuer. Oui. Padi Asanga, ma question est celle-ci. Les prélats et les chefs traditionnels qui sont aujourd'hui indexés, est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient autre choix que de s'aligner, comme on le dit? I want to tell you something. The issue of traditional rulers in Cameroon has been very, very problematic. And the particular chief in question who is indexed is somebody who was working with Amber Boys to be able to take the succession of the fund that he belongs to. I don't want to call the names here. So that issue, that's why I have been telling you people that people will use these Amber Boys who are poorly educated to settle scores. I know that case in particular. I don't want to call the localities here because I don't want it to have a replica in other localities. But the truth is this, and you know I have been in the heart of all these things. People sit here in the diaspora and send money to Amber Boys to go and destitute chiefs so that
they put the person that they want to be there in the name of Ambazonia. We should get that one first. You people said something here about ghost towns, that Ayabacho, one camp called about ghost town, and one camp said ghost towns should not happen. The ghost towns are not going to finish, because people who are talking about ending ghost towns in the diaspora never called for ghost towns. They are political scavengers. Those who called for ghost towns were the lawyers, the teachers, the consortium of the trade union. Some of them are in jails, and all these people need to be out so that they come and tell their people, because the diaspora are fighting themselves. They are taking themselves to court. They are snitching. Mr. Biya and this government should go back to the drawing board and go to prison. Get the legitimate leadership, the chiefs, the imams, the consortium of bag riders, the consortium of lawyers, the consortium of teachers, because people hijack this struggle and instrumentalize young boys and girls to become political guinea pigs. When they kill them, you don't see any of them on the ground. Where is the son of Bohabet? Where is the son of Ayabacho? Where is the son of Carson Anyangwe? They are all sitting like me here in the diaspora and sending other people's children to go and die. These children who are at the home front should go and represent themselves, and not people who are sitting here in the diaspora like myself. We should be honest and say things the way they are, my brothers and sisters. So we should stop lying on very serious platforms like this, because there are people who are working with the American government. This thing that they say they have indicted other people. Cameroonians should be very careful. Merci, Padi Asanga. Merci, Padi Asanga. On revient à vous. Vous avez tellement de choses à dire. Franck également, il va intervenir. Madame, monsieur, on revient après le journal de JBB. Julien Berthe, Bissaï pour Equinox Soir, deuxième partie. Retour donc sur le plateau et qu'il en soit, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Franck Carlin Manson, Jean-François Eyinga, Barista Tamfou Richard et Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, Laurent Koudou-Bagbo, de retour au pays natal. Oui, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand jour pour l'Afrique. Je voudrais dire ici que le président Laurent Gbagbo ne s'appartient plus, il n'appartient plus au FPI, il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais il est désormais un patrimoine commun, n'est-ce pas, pour la cause noire, et nous souhaitons qu'il prenne le flambeau, n'est-ce pas, pour le nouveau panafricanisme. Parce que vous savez, ce qui a manqué aux Africains, c'est un leader noir. Et donc, je crois que maintenant qu'il est sorti de prison, maintenant qu'il a traversé tous ces écueils-là, il n'est plus question, de mon point de vue, qu'il revienne dans la politique ivoirienne. Et le geste qu'il a posé aujourd'hui prouve qu'en réalité, il décide de se mettre à l'écart des feux des projecteurs de la politique ivoirienne, n'est-ce pas, pour être l'homme, n'est-ce pas, que toute l'Afrique a porté dans son cœur. Voilà, rapidement, avant de passer en Allemagne, Manson, Franck Carlin Manson, on a suivi, Cédric Noufélé tout à l'heure, le président Koudou-Bagbo qui rentre dans sa voiture, un peu déçu, tout ce monde, on va le dire comme ça, qui est venu l'accueillir à l'aéroport international d'Abidjan. Si vous étiez à l'aéroport aujourd'hui, vous vous sentirez un peu déçu? Personnellement, je ne me sentirais pas déçu. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons tous que toute action ou alors tout comportement est déterminé par une intention. Oui. Et quand on voit quelqu'un de la carrière de Gbagbo, il a un certain âge, on peut associer à ça quelque part de l'expérience, et je pense qu'il a certainement des raisons qui lui ont poussé à procéder de cette façon. Oui. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est déjà ressouligner ici que Gbagbo mérite cet accueil qui lui a été réservé, tout simplement parce que tout le monde le sait très bien que Gbagbo a marqué l'esprit des Ivoiriens, l'esprit des Africains,
Il a marqué la conscience ivoirienne dans son mode de gouvernance qui ressortait clairement qu'il était au service des populations. Parce que Gbagbo s'était toujours présenté comme répondant aux besoins des populations. Vous savez très bien que pour gouverner, il faut être capable d'identifier les besoins des populations et y répondre. Bon, maintenant, il y a un autre élément pour entrer plus en profondeur. Est-ce que la situation, le retour de Gbagbo, autant pour moi, changerait dans le fond la situation de la Côte d'Ivoire? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Certes, au niveau de fond, de la forme, il pourrait y avoir changement parce que vu l'influence qu'il exerce au sein du périmètre ivoirien, il se pourrait même que certaines décisions puissent être influencées par sa présence. Ça, c'est certain. Il se pourrait même que pratiquement tout tourne tout autour de lui. Parce que Gbagbo, il est comme du soleil en Côte d'Ivoire, du soleil dont la plupart des éléments gravitent tout autour et dépendent même en quelque sorte, dont la vie aussi dépend de Laurent Gbagbo. Okay. C'est là. Maintenant, dans le fond, est-ce que la Côte d'Ivoire cesserait-elle d'être le puits justement des autres, d'être le puits des individus qui se prennent pour des maîtres du monde? Vous savez très bien que le grand pourcentage du cacao, du pétrole, du bois, je m'arrête là, de la Côte d'Ivoire est exploité beaucoup plus par certains, notamment les pays étrangers. Est-ce que ça changerait donc? Est-ce que cette situation pourrait changer? Et ça nous amène donc à nous interroger vraiment sur ce que l'Afrique, c'est Jalin. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique se réinvente. Il faut que l'Afrique se réinvente. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Sur l'euphorie. Restons sur l'euphorie du retour de Laurent Gbagbo. Voilà, Jean-François Eyinga, pour vous, Laurent Gbagbo, il est arrivé aujourd'hui. Comment vous appréciez le retour de Laurent Gbagbo après ces années passées du côté de la Haye? Oui, c'est un grand livre qui s'écrit et cela nous permet aussi de comprendre que nous pouvons faire confiance à la loi, nous pouvons faire confiance au droit, parce que Laurent Gbagbo, libre aujourd'hui, avec tous les chefs d'accusation qui étaient mis en cause, il a pu surmonter cela. La loi, le droit a été dit. Et aujourd'hui, il est libre. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il est arrivé, il ne s'est pas donné au public. Oui, cela va de la stratégie militaire. Vous avez vu ce qui s'est passé lors du deuil de Arafat. Vous savez que la Côte d'Ivoire, il a eu éboulement jusqu'à le cercueil a même été... il y a eu profanation de la tombe. Donc, ils peuvent aller jusqu'à ce niveau-là lorsqu'ils aiment quelqu'un. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte que le gouvernement de la République... Ils allaient faire quoi aujourd'hui avec l'arrivée de Laurent Gbagbo? Oui, vous savez, les fans sont souvent excités et surexcités même. Ils peuvent poser des actes qui pourront nuire à la République. Et la stratégie militaire est là. Il y a des informations qui sont recoupées qui permettent à ce qu'on puisse anticiper sur un certain nombre de choses. C'est sûrement ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je salue l'arrivée de Laurent Gbagbo parce que je veux le bien de la Côte d'Ivoire. Je voudrais voir une Côte d'Ivoire développée, je voudrais voir une Côte d'Ivoire unie. Et si la Côte d'Ivoire pouvait être une seule personne, il devait écarter, oublier. C'est vrai, c'est difficile d'oublier, mais ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire maintenant, c'est oublier. Voilà, oublier. Voilà, Barista Tamfour, nos reporters hier, qui sont sur place, Eric Loufele, Eric W. et Carlos Minoué, sont allés à Grand Bassam où ils ont rencontré Michel Koudou Gbagbo, le fils aîné de Laurent Gbagbo. Il a dit, de manière ramassée comme ça, il dit que son père est un acteur incontournable de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Moi-même, je vois Laurent... Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est toujours pas réconciliée? Non, pas du tout, pas du tout. La Côte d'Ivoire, nous savons tous bien que la Côte d'Ivoire n'est pas encore reconstituée. Quand je vois Laurent Gbagbo, je le vois comme le Mandela de cette Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui a fait obstruction à la France-Afrique. Nous savons tous comment est-ce qu'il a été arrêté et il a été accusé. Chance que dans son dossier, le droit a été dit. Et c'est pour juste encore dire que vraiment la France-Afrique devait avoir honte d'elle-même parce que vous n'allez pas venir dans un pays, vous s'aimez du désordre et vous essayez de mettre les partis en conflit alors que si on les avait laissé gérer les affaires,
c'est qu'ils allaient pouvoir s'entendre. Donc moi, je dis que son arrivée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, ça va ouvrir le champ de réconciliation, parce que nous savons comment est-ce que ce pays, même celui qui est à la tête aujourd'hui, nous savons comment est-ce qu'il est arrivé là. Et nous voyons comment est-ce que... Le président Ouattara. Non, vous dites celui qui est... Oui, le président Ouattara. Oui, nous savons comment est-ce que le président Ouattara est arrivé au trône. Et nous voyons comment est-ce qu'il gouverne depuis avec une main de fer. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toujours ce ressenti qu'on n'a pas encore soldé le passé. Et aujourd'hui, l'arrivée de Gbagbo, pour moi, je pense qu'il aura un très très grand rôle à jouer. Inviter les Ivoiriens à peut-être se parler, à oublier le passé, et à se pardonner et de regarder de l'avant. Voilà, en prenant la direction de Hambourg, nous attend Padi Assanga. Padi Assanga, Laurent Koudou Gbagbo is back. What next? Serge Alain Otou, I want to congratulate the international socialists in Africa. I want to congratulate them. And one of those Pan-Africanists and international socialists is the chairman, Nijon Frunji. And today, we went into our archives and we showed you a letter where the National Executive Committee launched a movement, an appel to liberate Laurent Koudou Gbagbo. And this is a secret that I will reveal to your platform today. Ça, c'est un secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Nous avons accompagné une délégation après la libération, quand il était libre, mais il n'avait pas le droit d'entrer en Côte d'Ivoire. On l'a accompagné, le chairman. Sauf que nous, qui ont accompagné le chairman, on n'avait pas le droit de le rencontrer. Il a causé avec le chairman. Vous avez vu les photos aujourd'hui. Le secret était que garder les photos jusqu'à ce qu'il serait en Abidjan. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une victoire grandiose pour les panafricanistes. C'est pour une victoire pour toute personne qui est contre la France-Afrique. C'est une victoire qui est contre le jacobinisme à outrance, les patrons. Nous savons que même l'opposition camerounaise est infiltrée. Il y a les gens qui pensent que Ouattara est une bonne chose pour l'Afrique. Alors, nous disons que les Africains vont juger. Monsieur Serge Alain Otou, félicitations Equinox Télévision pour votre travail panafricaniste. Bravo à ton équipe avec Cédric Noufolé qui est à Abidjan et toi qui relaie avec toute l'équipe que vous avez mis en place. Bravo à votre promoteur. Nous sommes avec tout cœur avec vous. On va continuer le combat. Et puis, l'ennemi commun, c'est le système jacobin imposé sur nous par la France. Ça est en train de mourir. Et Gbagbo, c'est le symbole. Nous allons nous aligner pour libérer tous les précarés français, les 14 pays. Je vous écoute religieusement, brillant Serge Alain Otou. Je reste avec vous, on reste en Hambourg, en Allemagne. Il y a cette actualité, vous avez également regardé dans le journal de JBB, Julien Berthe Bissaï. On a appris, comme ça, 6 hauts fonctionnaires enlevés dans le département d'Undian. Nous sommes dans la région du sud-ouest au Cameroun. Il paraît qu'ils sont, c'est dans 2 camps. D'un côté, on demande 28 millions pour leur libération, de l'autre côté, 22 millions. Monsieur Serge Alain Otou, permettez-moi de développer et permettez-moi de vous dire certaines vérités. Quand je vous dis que les charognards politiques qui sont ici à la diaspora ne contrôlent plus ce qui se passe sur le terrain, beaucoup de gens m'ont vilipendé, beaucoup de gens m'ont calomnié. Il y a un audio que je vous ai envoyé. Les gens qui sont à la diaspora, ils disent que, il faut payer 1 milliard de CFA, mais sur votre télévision crédible, authentique, avec les hommes sur le terrain, vous nous avez dit que les ravisseurs demandent 52 millions. Mais il y a une vidéo que les gens qui sont ici à la diaspora disent que le gouvernement doit payer 1 milliard de CFA pour les libérations.
ça n'a pas terminé à cela. Vous allez faire votre investigation, vous allez constater ce que je suis en train de vous dire. Alors, il y a une autre histoire que je veux vous dire, et il faut que je vous dise toutes les vérités. On a arrêté les enfants en Djombe Penja parce qu'ils ont insulté les parties intimes. Pas dit. Pas pour l'instant. Nous sommes sur les 6 hauts fonctionnaires qui sont en détention, entre guillemets, comme ça. Il y a des gens qui ont insulté les parties intimes. Mais dites-nous votre sentiment. Restons sur les hauts fonctionnaires dans le Ndian, qui sont en captivité dans le Ndian. Oui, et ils réclament 50 millions qui sont dans les captivités. J'ai resté dubitatif. Dans ce qui se passe à ce qui concerne la guerre dans le Nozo. Parce qu'il y a 2 discours et c'est pour ça que je voulais en venir. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui demandent 52 millions et il y a ceux qui disent qu'ils veulent 1 milliard, qui sont dans la diaspora. Quelle est la vérité? Je reste dubitatif, M. Cézalin, et tout, parce que c'est devenu du business. Les vidéos circulent. Il y a un certain Don Pacho qui se réclame d'Ayoub Sese Kotabe, qui disent que non, eux, ils demandent 1 milliard. Mais vous avez donné d'autres chiffres. Il faut que nous soyons vigilants et comprendre que ce n'est plus la libération des anglophones. C'est devenu du business. C'est devenu de l'argent qui profite. Les gens sont en Konengi, ils collectent de l'argent. Les gens sont à New York, ils collectent de l'argent. Les gens sont... Donc, ce sujet-là, c'est à investiguer. Et moi, je ne veux pas me prononcer sur ça. Je veux faire mes investigations propices. Et je veux venir dans votre plateforme pour vous dire les vérités. Mais, mon cher frère, journaliste, faites attention. Soyez vigilants. Les Camerounais doivent être tous éveillés. Parce que je vais vous envoyer les vidéos en inbox. Je vous écoute. Non, on va revenir, on va permettre aux autres de se prononcer également sur ces enlèvements dans la région du sud. La parole à qui veut la prendre? Oui, Serge Alain. Vous savez, la situation, si vous permettez, serait bref, elle met en lumière un certain nombre de choses. Oui. C'est-à-dire que quand vous aviez des individus qui ont été préconçus, programmés, à ne vibrer que pour la satisfaction du besoin, ils sont prêts à tout. C'est la raison pour laquelle, d'une part, vous avez des individus qui peuvent troquer 180 milliards à eux seuls. Qu'est-ce qui les pousse à s'exprimer comme ça? C'est le besoin. Et d'autre part, vous avez des individus qui peuvent procéder par la voie de l'enlèvement revendiquant de l'argent. C'est toujours le besoin qui s'exprime. Ça met en lumière l'état de conscience de la nation, ces jardins. Et ce sont des pareils actes. Je dis bien d'une part, pour ceux qui sont capables de croquer 6 000 milliards, parfois en moins de 5 ans, ou alors un peu plus de 5 ans, ça met très bien en lumière l'état de conscience de la nation. Et ce sont des actes, des gestes qui plongent davantage la nation dans le chaos, dans les ténèbres. C'est tout ce que je voulais apporter. Voilà. Yes, we have to apprehend this situation with a very critical eye, because these are not just ordinary citizens. These are delegates, that's government officials, and we know the atmosphere that reigns in Dian. If they were on a mission, why would they not be accompanied by security forces? Because I am tempted or left to believe that some people have organized themselves to yes, some people have organized themselves. Yeah, they should have notified law enforcement officers that okay, we are going to do a job and we need your security because the atmosphere is not safe. So when you look at how things are evolving, you are tempted to believe that there is a group of thieves, we call them they are thieves, who have organized themselves to be able to kidnap people and ask for ransom, because we are behaving as if these people. These are authorities, and I believe that if they were authorities and 6 of them, meaning that it was a planned and organized coup that was well planned, and today they want to maybe throw the ball maybe on separatist fighters, whereas we could also have thieves within the armed forces themselves who maybe organize themselves to say, okay, we'll kidnap people, ask for money, since we are in an environment of war, and then people want to make economic gains from it. So we should be very, very critical and being observant.
if we say that this, if we go by the idea that these are government officials who occupy posts of responsibility, why were they not secured? Why was there not sufficient security accompanying them? And if up to today they have not yet given us exactly with all the military arsenal that is on the field, why are they unable to identify these people or track them? Why should we be playing with the game that there is need for ransom? Who is going to pay that ransom, and who will go and negotiate with them before they be released? So we have to be very, very observant and continue our investigation to understand why such an act could happen with 6 high-ranking civil servants. Voilà, Jean-François, Oui, 6 hauts fonctionnaires, mission d'immatriculation, qui se font enlever comme ça là. On se pose quand même un certain nombre de questions. Oui, ça, Jalin, l'adversaire ne dort pas, le diable ne dort pas. Si vous vous interrogez sur les 6 fonctionnaires, L'ennemi ne dort jamais. l'ennemi ne dort jamais. Si vous vous interrogez sur les 6 fonctionnaires, vous allez vous interroger combien de fois sur les 150 étudiants qui ont été enlevés au Nigeria. Tout d'un coup, c'est des gars qui ont des techniques. Et vous voyez que mon ami qui est à la diaspora rejoint maintenant ma pensée où je dis c'est un business pour certaines personnes. C'est un business pour certaines personnes qui est monté depuis l'Europe jusqu'au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut donc que les Camerounais prennent conscience de cela, que nous n'avons plus des revendications corporatrices, nous avons maintenant des braqueurs, des bandits de grand chemin qui veulent se faire de l'argent. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Vous avez vu au Nigeria, ils ont enlevé 150 élèves, tout d'un coup. Parce qu'ils ont planifié, ils ont tout mis en pratique. Maintenant, on n'a pas eu une sortie officielle de l'armée jusqu'à ce moment pour nous dire comment cela a été possible. Donc nous sommes en train de tergiverser, mais nous disons tout de même que ce n'est pas bien. S'il y a des Camerounais qui sont derrière cela, il faut que cela cesse. Il y a d'autres moyens pour trouver de l'argent. Il y a d'autres moyens pour trouver de l'argent. Beaucoup sont allés en Europe. Vous allez voir Jupon, Rémi Ngono et autres, ils ont porté plainte qui sont marginalisés ici, ce qui n'était pas vrai. Ils sont allés en Europe, ils sont là-bas, ils pensent que c'est un Eldorado, mais ils voient ce qu'ils voient là-bas, d'autres voient même du rouge. Donc il y a des moyens comme ça pour s'évader. Il ne faut jamais s'enrichir sur le sang d'un être humain. Ceux qui sont en train de faire cela, s'ils ne paieront pas, leurs familles vont payer. Okay. Vincent de Paul-Yédé, pour vous, cette situation, 50 millions de rançon. Voilà, Padi, lui, il nous sort un autre chiffre, hein. 1 milliard, qui se fout quoi? Mais le fait est là, 6 hauts fonctionnaires en captivité. Oui, cette situation nous rappelle que ces zones, c'est des zones qui sont sujettes justement à beaucoup de précautions et que les populations doivent être vigilantes. Ces responsables qui ont pris sur eux de mener cette mission-là sans en informer les forces de défense, je crois que c'est un risque qu'ils ont pris. Et les forces de l'ordre également doivent continuer à veiller. Je suis certain que s'ils avaient été accompagnés par les forces de maintien de l'ordre, il n'y aurait pas eu ce rapt-là. Donc vraiment, c'est une vigilance de tous les temps. Et tel que je le disais ici aujourd'hui, on revoit maintenant ces ravisseurs qui posent des actes d'éclat comme cela. Si on leur donne cet argent, c'est leur visa pour sortir du Cameroun. C'est leur butin comme ça pour sortir du Cameroun. Donc il faut extrêmement faire attention. Il faut être vigilant jusqu'à ce que la paix revienne totalement dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ok. Barista Tamfoun, c'est vous qui ouvrez ce dossier sur, on va appeler ça le trio de Njombe. 12 mois de prison ferme, 500 000 francs CFA d'amende. Oui, c'est vraiment très lourd parce que nous savons que ce sont des Camerounais qui exprimaient leur ras-le-bol ou bien leur mécontentement. C'est bien vrai qu'ils n'ont pas su exprimer ça. Mais parce que la grande question, oui, c'est est-ce que c'est de cette manière-là? Ce n'est pas de cette manière-là qu'ils allaient exprimer leur mécontentement. Mais ce qu'ils revendiquaient, c'est quand même légitime. Ils exprimaient comment est-ce qu'ils souffrent, comment est-ce qu'ils travaillent, et ils sont traités dans des conditions inhumaines et tout. Bon, il n'a pas sûrement su exprimer ça
peut-être pas des marches ou bien pas des grèves et autres. Mais je dis la sentence de... Pourquoi s'en prendre au président de la République? Oui, à la mère du président de la République, défunte même. Oui, c'est pas... Vous savez, quand vous êtes poussé à bout de souffle, à bout de... on vous a déjà poussé à bout de souffle et vous pensez que vraiment il faut vous exprimer. Peut-être c'était son moyen de s'exprimer, mais il ne s'est pas exprimé de la meilleure façon. En insultant le président ou en outrageant le président de la République, ce n'était pas correct. Mais ce qu'il disait aussi, c'est légitime. Il explique comment est-ce qu'ils sont maltraités, comment est-ce que les conditions de travail, ça ne marche pas. Et on ne doit pas seulement regarder à notre justice comme un moyen de tuer les Camerounais. Parce que quand tu essaies de faire une comparaison avec celui qui a giflé le président français, lui, il a eu 4 mois de prison. Ici, chez nous, rien que pour avoir outragé le président, tu as jusqu'à... Non, il a 18 mois, donc 4 fermes. Oui, j'ai dit 4 fermes. Bon, oui. Chez nous, c'est 1 an ferme. Ouais. Quand vous essayez de regarder, c'est pas, pour moi, c'est pas comparable. Moi, je ne le sens pas comme ça. On pouvait procéder autrement. Soit on pouvait lui donner une sentence avec suicide, on pouvait lui condamner avec suicide, peut-être pour l'amener à comprendre que prochainement, si tu as des revendications légitimes, voici comment est-ce que tu peux les exprimer. Mais en les envoyant, est-ce qu'ils sont plus mauvais que ceux qui ont pris 180 milliards et qui sont aujourd'hui encore dehors? Entre les deux, c'est qui qu'il faut se diriger? Moi, je pense que... Vous revenez là-dessus, le ministre de la Communication dit présomption d'innocence. Hein? Oui, mais nous savons qu'ils sont toujours encore dehors. Oui. Personne n'est inquiété. Après cette communication, vous avez encore eu des développements? Non. Donc, pour dire que... Donc, on a tué l'affaire comme ça, selon vous? C'est une habitude au Cameroun. Moi, je n'entends rien. Donc, c'est fini le Covid? Ils ne vont pas se poursuivre entre eux. C'est pour moi... Ils vont pas se poursuivre entre eux? Ils vont pas se poursuivre. Ils vont s'attaquer à ces pauvres gens qui s'expriment en disant que ok, nous voulons les meilleures conditions de travail, on n'est pas bien payé. Voilà ce qui les intéresse. Oui. C'est cela qui les intéresse. Ceux qui ont volé l'argent, on ne les a pas directement arrêtés. On vous dit que non, on est encore... Vous nous dites quelque chose. Donc c'est fini le Covid-19 là au Cameroun. C'est fini, on n'en parle plus. Vous êtes journaliste. Depuis que nous parlons de ça, vous avez encore suivi une communication. C'est déjà oublié. On n'est plus focalisé que sur ces 3 garçons. Très bien, c'est ça qui les intéresse. Voilà qu'aujourd'hui, on les a condamnés. Ça allait très vite. C'est la même chose que nous voulons que lorsque il y a des soupçons, comme l'argent de 180, que la justice réagisse. Là, maintenant, nous allons être sur un même plancher et comprendre qu'effectivement, nous sommes dans un pays de droit et que tout le monde a droit à une justice. Moi, je pense que cette sentence est très sévère, et je suis certain que l'avocat qui est sur le dossier ne va même pas hésiter de faire appel. Ouais, il a interjeté appel, Maître Fabien Kenyé. Pour espérer que ce n'est pas ce genre de Camerounais qui doit être en prison. Okay. Jean-François, vous brûlez d'envie là, je sais que vous brûlez d'envie de répondre à Barista. Allez-y donc. Cette affaire, je suis vraiment... Je suis outragé lorsque ces mots sortent de la bouche d'un avocat, d'un homme de droit, qui sait que bel et bien 2 axes majeurs du droit ont été bafoués, à savoir outrage à personnalité et injure publique. Vraiment, lorsque un avocat s'assoit pour prendre cela à la légère, et je tiens à informer ici que le président de la République est une institution. Ce n'est pas la personne de Paul Biya, c'est le président de la République. C'est-à-dire nous nous alignons pour aller voter. C'est un droit institutionnel. Monsieur l'avocat, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce qu'on meurt d'envie de prendre le pouvoir qu'il faut bafouer les règles de la République. Vous êtes avocat, je vous respecte beaucoup parce que vous portez la balance sur votre épaule gauche. Alors, lorsque vous vous asseyez sur un plateau, il faut dire ce qui est vrai pour les jeunes Camerounais qui vont prendre votre place demain. Il faut reconnaître que ce jeune a fauté. Nous, au rassemblement, le RDPC, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le socle premier de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et ce jeune a su, s'il s'arrêtait au niveau de revendiquer ses conditions de vie, on allait bien comprendre. Mais quitte à aller jusqu'à insulter l'institution qu'est le président de la République, aller même au-delà insulter sa maman, je crois qu'il n'y a pas de débat sur ce. Et en plus, Serge Alain, je vais vous rappeler que ce jeune qui revendique travailler à 32 000 francs aujourd'hui, ce qui est d'abord à vérifier. 6 to 6. Ce sont les mêmes populations qui ont vendu du terrain. Vous doutez de ce qu'il a dit par Oui, puisque moi je n'ai pas vérifié. Et ce sont ces mêmes populations qui ont vendu du terrain à l'entreprise.
Ce terrain-là pouvait aider les mêmes jeunes. Vous ne pouvez pas aller travailler 8 heures de temps de vos efforts dans un terrain qui appartient à votre village et mettre la faute sur le chef de l'État. Il n'y a pas de débat sur cela. Il n'y a pas de débat. Vraiment, venir s'asseoir pour parler de ça, le jeune a fauté, les lois ne sont pas les loisirs. Et en plus, je vais vous dire, la prison, c'est un centre pénitentiaire. C'est-à-dire, quand vous entrez là-bas, on va vous éduquer. On va vous rééduquer. Et c'est un moyen pour moi de peler les camarades conseillers municipaux qui sont en Djombe Pendjak de faire leur travail. Parce que, Serge Alain, ce qui nous arrive aussi parfois, nous les jeunes, c'est que nous ne maîtrisons pas l'ampleur. Surtout les jeunes ruraux. Ils ne maîtrisent pas l'ampleur de ce qu'ils prononcent. Ils ne maîtrisent pas l'ampleur. Et c'est là où je convoque peut-être les circonstances atténuantes. Parce que ces jeunes ne revendiquent pas. C'est pour ça que les conseillers municipaux sont là. Je les invite beaucoup plus, nos collègues conseillers municipaux, à aller dans les villages, à organiser les séminaires pour essayer d'accompagner les plus jeunes afin qu'ils puissent comprendre la République. Parce que le MRC est venu gâter le Cameroun. Le MRC a fait comprendre aux Camerounais que tout Camerounais a droit à la parole au Cameroun. C'est un problème du MRC. Oui, c'est un problème. Je vous dis, avant 2012, il n'y avait pas ces multiples parlables. C'est après 2012, avec, vous savez, le professeur Moïse Kamto a été candidat aux législatives dans le Fundi, il a été bastonné, il est venu en 2018 pour l'élection présidentielle, il a été bastonné, et ils ont pris pour cela comme une espèce de revanche, comme un traumatisme, et ils ont contaminé cela à plusieurs jeunes Camerounais. Donc il faut que les Camerounais se ressaisissent un moment, qu'ils comprennent que le professeur Maurice Kamto s'est enrichi en étant ministre délégué et qu'aujourd'hui il vit dans l'opulence, il vit la belle vie. Et qu'il faudrait, Serge Alain, je vais chuter, et qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'ils doivent se ressaisir. C'est ce qui a fait. Vous voyez, Serge Alain, oui, je vous comprends, je vais chuter. On parle je voudrais tout simplement comprendre que je voudrais tout simplement appeler la République, appeler mes camarades conseillers municipaux pour que ces actes ne se répètent pas, à éduquer nos jeunes, pour que les jeunes comprennent qu'on ne joue pas avec la République, on ne joue pas avec la chose publique, afin que vive le Cameroun. Oui, rapidement. En saluant le président Paul Biya. Oui, rapidement, Franck, Carlin. Oui, par rapport à la situation, je ne suis pas très certain que ce soit le président de manière personnelle qui a déjà demandé qu'on condamne ces individus. Parce que je sais très bien que vu son âge, vu la supposée expérience qu'il incarne, il est au-dessus, c'est-à-dire de ce type d'ondes d'informations qui peuvent lui être renvoyées. Là, je suis certain. Bon, maintenant, pour les personnes qui prennent en main la chose, elles savent pourquoi est-ce qu'elles le font. Il se pourrait que ça ne soit pas forcément pour les intérêts du président. Il se pourrait. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, s'il faille maintenant que nous analysions la situation du point de vue juridique, je pense que le fait de porter atteinte à l'intégrité morale d'un individu est condamnable. Tout le monde le sait. Et vous savez très bien que le président de la République, il est, on peut dire, représente la nation au premier chef. Il représente l'État au premier plan. Ça veut dire que vu son âge et ce qu'il a fait à son niveau, je pense que la plupart des Camerounais lui doivent un minimum de respect, je sais. Je dis bien un minimum de respect. Maintenant, l'élément le plus important, c'est celui-ci, Serge. Vous saviez ce qui fait la différence entre les États puissants et les États faibles? C'est leur capacité à résoudre les situations de façon opposée. Quand vous prenez par exemple le cas de la France, ce sont des gens qui sont à un certain niveau de conscience, dans une dimension de conscience où ils savent très bien que l'État se repose sur des populations pour se projeter, pour se réaliser. Ça voudrait dire qu'avant de prendre une décision, on s'assure, bien évidemment, si cette décision ne pourrait pas menacer la paix sociale. C'est la raison pour laquelle vous voyez bien que les prises de décision là-bas ne sont pas exactement prises de la même manière qu'ici. Donc il y a cette subtilité dans la gérance, dans des situations, cette subtilité dans la gouvernance. Mais quand vous revenez de ce côté, vous avez des gens qui sont, je peux dire, quelque part enfermés dans la caverne, qui ne voient pas grand-chose, et dont les décisions, pour la plupart du temps, sont prises en fonction des intérêts personnels. Merci. On termine avec vous, Vincent de Paul, sur cette situation de Djombe, le trio de Djombe. 2-3 choses nous interpellent. On devrait voir la qualité
de la formation, de l'éducation que reçoivent nos jeunes. Parce que il est clair que si ces jeunes avaient reçu une certaine éducation... On fait le procès de la société? Oui, absolument. Absolument, sur leur comportement. Là. Il y a également la précarité dans laquelle ils vivent. Ce problème a souvent été évoqué. Il faudrait que, au sortir de cette situation, qu'on se penche effectivement sur la situation de ceux qui travaillent dans ces plantations-là. Mais pour finir, on ne va pas manquer de s'interroger sur la célérité avec laquelle ce dossier a été géré. Nous voulons vous rappeler ici qu'il y a des citoyens qui sont enfermés et qui attendent d'être jugés et dont les procès sont renvoyés à chaque fois. Nous sommes donc surpris qu'en moins de 2 semaines, qu'on évacue ce sujet, peut-être parce que c'est des personnes sans défense, peut-être parce que il y avait un intérêt là derrière que ceux qui étaient en charge de diligenter cette procédure trouvaient au point de la passer aussi rapidement. Nous souhaiterions vraiment voir une justice camerounaise qui liquide des dossiers comme elle l'a fait dans le cas d'espèce. Donc vraiment, c'est 3 interpellations fortes que nous voulons faire là pour dire que ne nous limitons pas à la condamnation qui a été faite. Voyons ce qu'il y a derrière. Voyons ce qu'on enseigne à nos enfants. Est-ce qu'on leur a enseigné à respecter les aînés? Est-ce qu'on leur enseigne à ne pas injurier? Est-ce qu'ils maîtrisent les conséquences de ces actes-là? Et on finira bien évidemment par la violence que les réseaux sociaux nous ont apportée au Cameroun. La plupart des jeunes pensent qu'ils ont la liberté de tout dire à partir du moment où ils sont seuls face à leur téléphone. Ils ont la liberté de tout faire à partir du moment où personne ne les connaît que non. Et la preuve, c'est que en voilà qu'ils sont en prison. Tout ce qu'on peut plaider, c'est que maintenant qu'ils sont condamnés, que le chef de l'État, du haut de son âge et de son expérience, trouve l'espace pour leur accorder ça s'appelle la grâce présidentielle. Mais vraiment, ils ont fauté et nous sommes tous responsables de cette situation. Voilà, merci. Merci le conseiller Jean-François Yenga. Merci Serge. Voilà. Merci à vous Franck Carlin Manson. C'est moi qui vous remercie Serge. Barista, thank you for coming once again. Thank you, Serge. Merci à vous également, le conseiller Vincent de Paul Yédé. C'est moi. Voilà, merci également. Hein. Voilà, vous le voyez à l'antenne, l'homme de Hambourg, Padi Assanga. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain. Equinox Soir, ce sera la dernière de la semaine. Bonsoir, Oyomaban.